Eh bien, voilà, vous avez parlé de la grotte, une espèce de grotte mariale. Exactement, Charles. Je pense qu'à mon humble avis, la véritable beauté de cette grotte commence ici. Ah, commence par ici. Vous avez cette grosse stalagmite au-dessus de laquelle vous trouvez des petites stalagmites. Mais on a l'impression que c'est des bougies grossières. Hein? Voilà. Hein, vous ne trouvez pas, non? Évidemment. C'est comme si c'était des bougies grossières. Ou même des hommes en position de prière. Voilà. Hein? Des bouts d'hommes en position de prière. Comme des petites statuettes en oui, de prière, comme exact. Et oui. quand j'ai vu cette formation géologique la première fois, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y avait des catholiques ici qui avaient conçu cette forme? Parce que vous constaterez que la plupart des grottes mariales ont cette forme. Exact. Ce qui manque ici, là, c'est la statuette de la Sainte Vierge Marie. Exact. Mais sinon, à première vue, on a l'impression que c'est une grotte mariale qui a été creusée, certainement pour que les gens viennent y prier. Donc, Jean-Jacques, tout à l'heure, nous avons parlé de l'acide carbonique. Mais regardez, il est toujours en action. On voit l'eau. Hein, cette eau mêlée d'acide carbonique qui est en train d'éroder, si vous voulez, de dissoudre la roche et créer une véritable roche, une véritable grotte mariale. C'est ça. Ben oui, voilà. C'est vrai que vous avez raison, la véritable beauté de cette grotte commence ici. Voilà, et tout à l'heure, nous allons voir ça, ces espèces de travertins, ce pas des espèces, ce sont des travertins, c'est du calcaire aussi, hein, voilà, qui est assez solide, qui sert même de construction. Et donc, nous allons partir du côté des travertins. Les terrasses de travertins. Eh bien, tout à l'heure, le spécialiste des grottes, je dirais, ou du patrimoine, a parlé de la beauté de la troisième chambre. Et c'est vrai qu'il dit que cette grotte, sa beauté commence à partir d'ici. Nous voyons la grotte mariale et surtout, voilà, ces terrasses de travertin. Le travertin est un calcaire assez dur qui présente les petites cavités comme on peut voir là. Voilà, des cavités. Aux États-Unis, je ne sais pas ailleurs, mais aux États-Unis, c'est même utilisé dans la construction. Et ce sont des espèces de baignoires, qu'il faut dire, pleines d'eau. Voilà, elles sont pleines d'eau. On ne sait pas, une eau qui ne déborde pas. Là aussi, c'est le mystère. Hein? Le côté mystique, peut-être. Hein? Troisième chambre, le chiffre 3. Il semble que c'est déjà le chiffre, c'est un chiffre mystique, non? D'après ce qu'on dit. Oui, voilà. D'après la spiritualité, le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Voilà. Alors, donc, est-ce que ça a un lien avec le divin qui serait l'architecte de ces terrasses? Nous avons une première et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, c'est vrai que je vais vous dire une chose, Jean-Jacques. J'ai vu les mêmes dans le Grand Canyon National Park aux États-Unis. Voilà. Il y a les chutes de la rivière Havasu et on trouve ce genre de terrasses, de travertins. Voilà. On en trouve. Mais là-bas aussi, l'architecte tout-puissant peut en créer là-bas aussi. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà. Nous sommes là donc devant des terrasses de travertins. Voilà, une beauté aussi de cette grotte qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, j'ai été dans la grotte à côté, pas loin d'ici. Eh bien, il y a de l'eau à l'intérieur. On ne trouve pas ce genre de concrétion. Voilà, des travertins. On n'en trouve pas. Pour être simple et plus précis, oui, c'est comme une sorte de baignoire. Une sorte de baignoire. Oui, oui, c'est vrai. On peut se baigner à l'intérieur, donc voilà. Voilà, on peut poursuivre la route. Ce sont là, c'est du travertin. On en trouve jusqu'au fond là-bas. On avance, mon cher ami. On va avancer. Voilà, il y a une très grande terrasse ici, terrasse de travertin, on en voit là, jusqu'en bas. Je suis obligé de marcher dans la boue pour éviter de chuter. Tout à l'heure, je parlais de sécuriser les lieux. Et c'est une chose très importante.
Voilà, nous sommes toujours là, dans la zone où il y a les terrasses de travertin. On les voit là. Et on va tomber sur une grande combinaison de stalactites et stalagmites. Hein. Ah oui, merveilleux. Voilà, une eau assez claire, une eau très claire, et très certainement, là je touche là, ça doit être de la fiente des chauves-souris, encore des roussettes, qui se trouvent dans la chambre royale. J'ai parlé de chambre royale, et vous constaterez que je n'aurais pas abusé le mot. Voilà. On va poursuivre la route. Là, c'est la zone où il y a du travertin, des terrasses de travertin, des espèces de baignoires, hein, naturelles, bien sûr. Le spécialiste des grottes nous dit que certainement c'est la main toute puissante de Dieu qui les a sculptés. C'est possible. Pourquoi pas? Voilà, nous sommes là, je ne sais pas, bon, mais non, nous sommes devant une combinaison de stalactites et de stalagmites. Là, c'est une stalagmite qui va jusque là-bas, et nous voyons, en blanc, tout en blanc là, ce sont des stalactites, donc qui sont nés depuis là-haut. On voit encore une flopée de stalactites, plus haut encore, qui constitue le plafond, voilà. Un très beau plafond, voilà, un dôme même, hein. C'est un dôme qu'on peut voir là. Jean-Jacques, c'est pas ça? Pour observer une telle structure, il faut admettre que là-haut, dans le cœur de cette montagne, il y a beaucoup de calcaire. Parce Bien sûr. On ne peut avoir ce genre de résultat que si vous avez une quantité énorme de calcaire. Et ça marche bien parce que dans les environs, évidemment, nous avons des projets économiques qui consistent. Il y a des cimenteries. Des cimenteries. Voilà. Et donc ça veut dire que nous sommes dans une zone où vraiment nous avons beaucoup de calcaire. Voilà. Une zone de calcaire. Et Jean-Jacques, lorsque la stalactite rencontre la stalagmite, mais c'est un spectacle. Oui. C'est un véritable spectacle. Inédit. Tout à fait. Inédit. Regardez ça. Un mariage en fait. Un mariage. Un mariage divin. Pourquoi pas? Voilà, on va poursuivre notre route là. Et il faut dire que là à côté, voilà, on voit le ruisseau qui tarit déjà et qui continue à travailler. Voilà. L'acide carbonique continue son travail. On voit comment il a érodé tout au fond là-bas. Monsieur le caméraman, tout au fond là-bas, on voit comment cet acide a érodé, voilà, a dissous la roche tout au fond. Et donc cette théorie, Jean-Jacques, cette théorie d'acide est tout à fait une théorie tout à fait normale. Hein. Voilà, l'acide carbonique qui vient dissoudre la roche pour créer justement la grotte. Voilà, on va continuer. Moi, je vais descendre dans l'eau pour quand même dire à ceux qui nous regardent qu'il n'y a pas de danger évident ici. Voilà, le ruisseau est là. Voilà, je vais dans le ruisseau. Il n'y a pas de danger évident. Voilà. Jean-Jacques peut venir. Hein. Si vous voulez enlever vos chaussures, vous enlevez. Mais moi, je suis bien comme ça. Ça me rafraîchit. Regardez le niveau d'eau en période de crue. On voit là, il y a une trace jaune là. Eh bien là, quand il pleut beaucoup, eh bien l'eau est à ce niveau. Il faut dire que ce côté de la grotte est inondé. Hein. Mais enfin, on trouve quand même du chemin pour aller dans la chambre royale. On peut passer par ici sans problème. Voilà, c'est moi qui veux marcher dans l'eau parce que j'ai pas envie de glisser. De ces choses, mais je crois qu'il faudrait bien que si on devait mettre en valeur cette grotte, je crois qu'il faudrait quand même la sécuriser. Hein. Par exemple, là, nous sommes en train de nous déplacer dans l'eau, hein, carrément dans de l'eau. Il faudrait sécuriser la grotte pour que les gens ne chutent pas. Une chute aussi peut-être fatale. Hein.
dans ce genre de coin où il y a des rochers partout. C'est vrai, ça fait partie du plan de gestion du site. Et lorsque le site sera valorisé conformément à la convention de l'UNESCO de 1972, alors là, l'équipe qui va travailler justement va prévoir des dispositions pour que le site soit sécurisé. Voilà. Parce que il faut d'abord conserver la nature telle qu'elle est, et puis chercher à faciliter les déplacements à l'intérieur de la grotte. Surtout ça, c'est des choses qu'on peut... Déjà, j'ai chuté là. Je dois être... On voit que j'ai de la boue partout. Je viens de chuter là. J'ai glissé. Le plan de gestion de ce site. Voilà. Et nous espérions que dans les années à venir, on pourra prévoir un budget pour valoriser ce site. Et on espère, parce que dans d'autres pays, le tourisme apporte beaucoup d'argent. Voilà, la part du tourisme représente parfois 20% du budget total. Bien, nous avoisinons déjà la chambre royale qui est juste à 5 mètres de moi, mais regardez un peu le jeu du vent, enfin je parle de l'air, de l'humidité, des roches, de la chaleur aussi. Regardez les formes qu'on peut avoir. Ça doit être du travertin, mais enfin, dessiné d'une autre manière que celui qu'on a vu là-bas, dans les terrasses, où il y a des espèces de salles de bain, ou c'est pas, ou baignoires. Voilà, regardez, c'est comme du gravillon. C'est simplement ce calcaire qui tombe, voilà, goutte par goutte, il faut le dire. Parce que là, il faut le dire, nous sommes ici, vous voyez, on ne voit plus de l'eau, on ne voit plus de l'eau, mais ça tombe goutte par goutte, et regardez, avec, disons, la force du vent qui rentre par ici et qui doit tourner, regardez les formes que ça donne. Voilà. Donc, il faut du calcaire, il faut de l'eau, il faut eh bien, le vent, pour vous donner ce genre de concrétion. Voilà, on voit là-haut, on approche déjà. Monsieur le caméraman, si vous pouvez regarder plus haut là-bas, voilà. On approche déjà la chambre royale où nous attendent justement l'armée de roussettes, encore de chauves-souris. Jean-Jacques, toi qui parlais de chauves-souris, eh bien, on y arrive. Voilà, on peut aller. Mais il faut dire quand même que pour arriver à cette chambre-là, il faut monter. Il faut monter comment? Eh bien, puisque vous qui êtes spirituel, vous savez très très bien que pour arriver, pour trouver ce qui est beau, il faut souffrir. Il faut donc monter, il faut haleter, bien sûr. Voilà. Nous sommes dans le 4e compartiment, la chambre royale, où est si le trône divin. Nous disions en introduction que le trône a été sculpté par une main plus habile que celle de Léonard de Vinci. Voici ce que le créateur de toutes choses peut faire dans la nuit noire avec les éléments naturels qui se laissent manier, des éléments qui ne contestent pas du tout. Ce compartiment rappelle de par sa beauté la dernière chambre du château intérieur, un des chefs-d'œuvre du XVIe siècle, écrit par la carmélite Sainte Thérèse d'Avila. On remarque tout au fond la présence des terrasses de travertin naissantes formées à la suite de l'évaporation de l'eau que contient le calcaire. Ici, l'humidité se marie à merveille avec la chaleur. C'est peut-être là la condition sine qua non d'un moulage parfait du calcaire. Regardez la pureté du trône. Il n'est donc pas étonnant qu'ici, les concrétions impressionnent par leur beauté, mais aussi par la paix ressentie. Ne faites pas attention à ceux qui sont en train de parler. Je suis très sale, mais plutôt faites attention à cette stalagmite qui est en train de grandir, de croître. On voit les gouttelettes d'eau. Tout à l'heure, nous parlions des gouttelettes d'eau qui tombaient et qui donnaient justement en fin de compte une stalagmite. Et bien voilà, l'exemple est là. Voilà, il y a de l'eau qui tombe. Voilà, on peut voir. Et ce sont justement ces gouttes d'eau qui sont mêlées avec du calcaire, mais vraiment à un niveau microscopique qui, au fil des siècles, voilà, vont constituer cette belle stalagmite. Voilà, et idem pour tout ce que vous voyez. Idem, la même chose. Voilà. On peut voir. Bon.
Regardons de très près cette statuette qui est une stalagmite qui s'est formée à cet endroit. Nous distinguons bien que ici nous avons la tête, et lorsque vous regardez un peu bien, vous constatez qu'il y a les yeux, il y a le nez, et il y a la bouche. Et dans le tronc de cette statuette, vous avez ceci qui représente en quelque sorte un enfant qu'une certaine sainte tiendrait entre ses mains. Alors la question qu'il faut se poser ici, s'agirait-il d'une sainte blanche ou d'une sainte noire? Peut-être une sainte noire puisque ça se trouve au Congo. Donc c'est tout ça qui nous laisse entendre que ce lieu n'est pas un lieu forcément profane, même si nous sommes dans une grotte, mais c'est une grotte dont les structures sont certainement dessinées par une volonté divine, comme c'est la croyance qui préoccupe tout le monde. Donc ça, c'est un exemple de formation géologique qui nous donne l'impression, qui attire notre attention, et comme le disait Charles tout à l'heure, qu'ici là nous sommes dans un trône. Et voilà une illustration de ce que peut être le roi ou la reine de ce trône. Donc vous avez ça qui est très intéressant. Et voilà. Nous sommes là devant une stalactite qui est en train de naître. Regardez l'écoulement de l'eau. Voilà. C'est l'eau de ruissellement qui vient jusque sur les parois et qui va laisser justement du carbone, que j'ai dit, du carbonate de calcium, donc du calcaire, comme on peut voir, et sous l'effet de l'eau, sous l'effet aussi de l'humidité, de la chaleur et surtout du vent, eh bien, voilà, les formes vont commencer à se préciser. Regardez là, on a ici une stalactite qui est en train de naître. Très certainement que dans 1000 ans, quand vous viendrez, elle serait déjà juste à côté de celle-ci. Voilà, une stalactite qui est en train de naître. On voit de l'eau très claire, hein? Alors, très très claire. Monsieur le caméraman, peut-être que vous pouvez voir ces gouttelettes d'eau pour que les gens comprennent que ce n'est pas du calcaire qui vient abondamment, non. Il n'y a pas du calcaire qui vient abondamment, c'est de l'eau très claire, je dis bien claire, et certainement que le carbone, que j'ai dit, le calcaire, est à un niveau microscopique, comme je l'ai dit, hein. Voilà, c'est de l'eau claire qui est là, et qui, au cours des siècles, au cours des millénaires, va laisser justement ce dépôt qui est là, mystérieusement. Voilà comment naît une stalactite. Et là, une belle stalactite qui est en train de naître. Certaines concrétions millénaires, sous la loi de l'évolution, adhèrent mystérieusement à la couche sous-jacente, si bien que les arracher à la main, quel que soit l'effort, est une chose impossible. C'est ce qu'a expérimenté Charles par sa curiosité devant ces stalagmites qui, par leur taille et leur forme, ressemblent à des hommes en prière devant un trône apparemment vide. Une scène pareille interpelle certainement l'homme sur la nature réelle de Dieu, un Dieu invisible. Ces gardiens du temple, ou mieux du trône, ces chauves-souris valsant dans la grotte, sont des descendants d'une colonie ayant investi cette grotte il y a des millénaires. Il n'est pas à écarter qu'au cours des siècles, des épidémies aient décimé les premières générations, mais il n'en demeure pas moins que cette souche descend de vieilles générations. Celles-ci connaissent à merveille leur demeure, puisque les obstacles avoisinants sont profondément ancrés dans leur radar naturel. Elles ne peuvent pour cela squatter d'autres grottes. Comme créatures nocturnes, les chauves-souris sont capables de voir dans l'obscurité des grottes et dans la nuit noire quand elles sortent pour chasser les insectes. Elles le font avec un système de localisation qui fonctionne exactement comme un radar. Elles émettent des ultrasons qui sont des vibrations sonores de fréquence très élevée, non perceptibles par l'oreille humaine, qui, en heurtant un obstacle situé sur leur trajectoire, renvoie l'écho, et cet écho est immédiatement capté par la chauve-souris qui évite l'obstacle. L'insecte qui se déplace émet des pulsions ou des vibrations que la chauve-souris, à travers son radar naturel, reçoit, ce qui lui permet de foncer droit sur sa proie et qu'elle rate rarement.
Jean-Jacques, nous sortons de cette belle grotte et nous avons décidé de terminer notre documentaire ici, sur le site de l'ancien village Kaimbungu. Voilà, vous vous souvenez, lorsque nous étions là-haut, là-bas, quand je vous montrais justement là où s'est passé ce ballet diplomatique d'Albert Dolizy lorsqu'il passait sur la piste de caravane, eh bien, je vous avais dit que à Lutwangi, il avait signé un traité de protectorat avec deux rois, le roi Makayama Mombo et Kaimbungu. Voilà, le village Kaimbungu était ici, et c'est un village qui a résisté, la majorité des petits villages qui étaient sur la piste de caravane, en dehors des grands villages comme les Loudima, les Kimbedi, mais la majorité n'existe plus. Et Kaimbungu existe jusqu'à présent. Voilà, c'est ici que Albert Dolizy est venu, il s'est reposé ici, puisque je vois aujourd'hui, on voit des maisons en tôle, là, quelques maisons en tôle, mais c'est des maisons qui datent des années 50, c'est l'école de Kaimbungu. Nous sommes ici à l'école de Kaimbungu, mais le site où Albert Dolizy est passé, c'est sur ce site. C'est sur ce site. J'ai vu un croquis d'Albert Dolizy, sur le village Kaimbungu, il y avait, allez, peut-être une bonne dizaine de maisons, pas plus, pas plus. Voilà, des maisons en chaume. Mais il faut quand même préciser une chose, oui. Que lorsque Albert Dolizy parle des rois avec lesquels il a signé ces traités, c'était pour des raisons politiques. Parce qu'en réalité, ce n'était pas des rois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de royaume ici. Il n'y avait pas de royaume. Et donc, il fallait que... C'était des chefs. C'était des chefs de village. Mais bon, parce qu'il y avait la conférence de Berlin qui pointait déjà à l'horizon, parce que nous sommes là en juin 1884. Alors, cette conférence est tenue, ou se tiendra, en février 1885, donc 6 mois plus tard. Et il fallait disposer d'atouts, et les atouts, c'était surtout les traités. Et c'était mieux de dire que nous avons traité avec un roi qu'avec un petit roitelet ou un chef. Oui, je crois qu'il y avait tout ça. Mais nous sommes bien reçus sur ce village. Je ne sais pas si c'est la bénédiction d'Albert Dolizy, mais vous voyez, on a des arcs-en-ciel là. Il y en a même deux. Deux arcs-en-ciel. Deux arcs-en-ciel. Voilà, deux arcs-en-ciel. Jean-Jacques, nous sommes sortis de la grotte et voilà, si j'ai bien entendu, vous avez insisté sur cette convention de 1972, la convention de l'UNESCO. C'est ça. Voilà, et j'ai entendu dire, je l'ai retenu, vous avez dit que même s'il y a un aménagement du site, il ne faudrait pas perturber ce côté naturel de ce site. C'est ça. Voilà. Et il y a toutes les questions aussi, il faut peut-être qu'on le dise ici, de sécurité. Et il y a aussi peut-être aussi des questions sanitaires. Voilà. Bon, généralement, lorsque vous valorisez un site naturel, il faut tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte de l'exceptionnalité de cette grotte, et si c'est une grotte évidemment, ou bien de ce bien. Donc, pour arriver à une situation, comment dirais-je, à quelque chose de bien pour ce bien, eh bien, on met en place un comité de gestion, justement, qui va monter un plan de gestion. Donc, les problèmes de sécurité que vous évoquez, oui, ces problèmes-là entrent dans le plan de gestion. Parce que Jean-Jacques, vous n'oubliez pas qu'il y a des risques de chute de rochers. Il y a des risques aussi, il faut le dire. Il faut le dire clairement, des fondements de plafond. Le plafond que nous avons vu. Ça, il y a des fondements de plafond. Voilà. Et aussi, peut-être qu'il faudrait prévoir un dispositif de déplacement très fiable pour éviter les chutes. Évidemment, parce que nous avons une situation où il peut se poser un problème sécuritaire. Donc, ceux qui vont élaborer le plan de gestion pour la valorisation de ces sites doivent tenir compte de toutes ces questions. Et c'est pour cette raison, justement, qu'en plus du comité de pilotage qui doit piloter le plan de gestion, il faut un comité scientifique. Ce sont des scientifiques qui doivent entrer dans la grotte et qui doivent regarder quelles mesures de sécurité faut-il prévoir pour éviter qu'à la longue, lorsqu'il y a des touristes, qu'il y ait des incidents, qu'il y ait des circonstances malheureuses. Et Jean-Jacques, il y a aussi cette question des locataires, disons, des habitants de cette grotte, notamment ces chauves-souris. Il y a cette question. J'avais visité une grotte, c'était la grotte de Carlsbad, dans le New Mexico, aux États-Unis. Eh bien, là où il y a des chauves-souris, dans cette chambre-là, on n'y arrive pas. C'est pour éviter des contaminations de maladies des chauves-souris vers les visiteurs et des visiteurs aussi vers les chauves-souris. Ah ben oui. Et donc, je crois qu'ici aussi,
il n'est pas question de chasser ces chauves-souris, hein. Il n'est pas question de les faire sortir. C'est quand même, ils sont installés là avant nous, hein, bien avant nous. Ils sont là dans leur environnement naturel. Naturel, bien Donc, sûr. il n'est pas nécessaire qu'on puisse les chasser, mais c'est juste prendre des mesures sanitaires pour éviter que finalement les humains puissent contaminer les chauves-souris. Bien sûr. Et que l'inverse aussi se produise. Et là, évidemment, il y a des spécialistes de ces questions qui doivent être impliqués dans le plan de gestion pour que finalement le tout se passe bien. Parce que si tous ces aspects ne sont pas vus, il est mieux de ne pas, disons, faire rentrer des touristes là, dans cette grotte. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Hein. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faudrait prendre en ligne de compte pour arriver à un aménagement qui pourra être une quiétude pour tous les autres, pour tout le monde. Mais il y a aussi quand même le côté spirituel qui est là aussi. J'étais entendu parler des maîtres spirituels qui y vont, très certainement qu'il y a disons, des puissances invisibles qui peuvent exaucer leurs prières. Je vous ai entendu en parler là-bas. Mais il faut dire aussi, la vérité, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y a ces stalactites, il y a les stalagmites, on explique cela scientifiquement, mais on voit Dieu tourner quand même autour. Bon, franchement, ça c'est la conception. On voit la main de Dieu. La conception des croyants, c'est faire intervenir Dieu dans tout ce que nous observons, dans tout ce qui existe. Mais peut-être que la véritable signification est ailleurs. Mais qu'importe, ce qui est important, c'est que des milieux comme cette grotte que nous avons visitée sont beaucoup plus propices à ce que le monde invisible, des êtres invisibles puissent trouver refuge. Et c'est peut-être ça qui peut expliquer que beaucoup de religieux ils vont pour faire des prières. Et parfois, ils sont surpris de constater que leurs prières sont exaucées. Mais ce n'est pas le bon Dieu qui est quelque part qui exauce ces prières, mais ce sont ces esprits. C'est tout un univers où il y a des êtres qui existent, qui vous écoutent, qui vous assistent et qui peuvent vous accompagner dans les problèmes que vous venez poser dans ce milieu. Mais je crois, vous savez, Jean-Jacques, bon, vous, je ne sais pas si vous êtes chrétien, ben moi, je me suis toujours dit que vous étiez une réincarnation de Mabiala Manganga, parce que quand je vous écoute parler, une réincarnation de Mabiala Manganga, enfin, les chrétiens disent que, avant même que nous ouvrons notre bouche, Dieu sait, hein, il connaît nos requêtes, voyez, nos besoins. Et moi, je crois que dans cette grotte, on n'a pas besoin d'aller demander, on a simplement besoin de s'exalter devant ces merveilles. Parce que chaque pas dans la grotte, vous découvrez une merveille. Mais quand vous vous exaltez devant une merveille, mais c'est une prière déjà. Parce que pour nous les chrétiens, non, Jean-Jacques, c'est vrai, on explique cela scientifiquement, mais moi je vois la main de Dieu. C'est une prière. C'est pas interdit. Regardez, Jean-Jacques, comment pouvez-vous expliquer le fait que, parce que ça, on n'en a pas parlé quand on était dans la grotte, mais le fait que le trône, le fameux trône, ok? Ça. Comment peut-il être propre alors que les locataires sont là-haut, les chauves-souris? Ben, comment? On devait voir les excréments justement sur le trône. C'est ça. Mais c'est comme si quelqu'un balayait ses excréments. Le trône est pur, le trône est tout blanc, Jean-Jacques. Comment expliquer cela alors que c'est là que logent les chauves-souris, sur ce plafond? Oui, mais parler de Dieu, c'est évident qu'on en parle parce que cette croyance existe depuis des millénaires. Mais l'explication la plus probable, c'est de parler justement qu'il y a des créatures invisibles qui vivent dans cette grotte. Et ce n'est que de cette manière qu'on peut expliquer que cette grotte est restée dans un état de salubrité appréciable. Parce qu'il y a des êtres invisibles qui font le nettoyage, qui s'occupent de maintenir cette grotte dans un état de propriété. Ben voilà, je crois que c'était nécessaire quand même qu'on en discute un peu. Parce que j'ai été étonné. Parce qu'on voit tous les excréments qui sont amenés carrément vers les bassines. C'est ça. Vers les bassines, enfin les terrasses de travertin. Mais c'est merveilleux. Et vous pensez que notre grotte peut être classée comme patrimoine Oui, c'est une question intéressante parce que déjà, lorsque nous parlons de la mise en œuvre de la convention de 1972, qui est une convention de l'UNESCO, jusque-là, le Congo n'a classé que le trinational Sangha, Nwabalendoki, la réserve de Nwabalendoki, et on n'a pas encore inscrit
une grotte, on n'a pas encore inscrit un lac, on n'a pas encore inscrit une chute d'eau. Donc, quand vous regardez cette grotte et que vous y entrez, vous allez constater que c'est une merveille de la nature. Bien sûr. Donc, en s'appuyant sur l'exceptionnalité de cette grotte, évidemment, et en s'appuyant sur la Convention de 1972, on peut très bien inscrire cette grotte. Il suffit d'avoir des techniciens aguerris qui peuvent monter un bon dossier. Je crois que cette grotte peut faire l'objet d'une inscription au patrimoine mondial. Voilà. Merci bien. Mais je vous remercie pour votre compagnie. Voilà, j'ai satisfait. Merci beaucoup.